Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Classiquement, on attend quelques minutes si vous êtes d'accord, pour que laisser le temps à d'autres invités de nous rejoindre sur ce webinaire. Allez, on démarre tout doucement? Bon, merci à tous en tout cas d'être, présents avec nous aujourd'hui. Donc nous allons traiter d'un sujet qui est le suivant, les soft skills et le management et notamment autour des défis que ces 2 sujets peuvent représenter dans la GEPP pour les organisations publiques. Alors, on va parler, ensemble aujourd'hui beaucoup de soft skills, de compétences transversales, de compétences transverses, de compétences professionnelles, transférables, molles. On a eu un gros débat et on en reparlera tout à l'heure sur comment on intitulait, comment on appelait ces différentes typologies de compétences et il se trouve qu'il y a un article de Forbes qui est, sorti la semaine dernière sur justement la nécessité d'arrêter de parler de ces compétences comme des compétences soft, donc douces, donc molles, parce qu'elles étaient primordiales aujourd'hui dans la performance des organisations, du management, du leadership, des collaborateurs. On y reviendra tout à l'heure, mais donc sachez que ça a fait un grand débat de savoir si on gardait cet anglicisme dans ce titre. On a voulu être un peu challengeant, être un peu les empêcheurs de tourner en rond, donc on a gardé ce terme-là. On juste quelques règles, mais on va évidemment faire tout ce qu'on peut pour respecter le timing et le temps que vous nous consacrez. Merci beaucoup. Vos micros ont été coupés, donc on fera les questions par le chat, donc n'hésitez pas à vraiment nous envoyer toutes les questions que vous voulez. Selon, on va voir si on les traite toutes à la fin ou si, au fur et à mesure, on pense que ça peut valoir le coup par rapport à la thématique et à la suite du webinaire de l'aborder, au coup par coup. Donc surtout, toutes vos questions sont les bienvenues. Faisons, autant que faire se peut, c'est pas toujours simple dans un webinaire, mais un peu d'interactivité. Juste quelques mots sur vos intervenants aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous 2 entités, Espelia et EPSI-France, qu'on va présenter juste après. Donc, nous avons Mathieu Gallo, qui est directeur senior en charge de la transformation numérique chez Espelia. Nous avons Pierre Dalmirac, chez Espelia aussi, qui est directeur accompagnement RH. Et donc Hélène Zapata, je fais partie de la société EPSI-France et je suis directrice, générale de la filiale française. Alors, juste peut-être, en quelques mots, qui sommes-nous? L'idée, c'est on va peu parler de nous et plus parler de notre sujet, mais quand même, il faut que vous sachiez à qui s'adresse à vous aujourd'hui. Donc, côté EPSI France, nous, on est un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est gestion des talents, accompagnement des talents, évaluation des compétences. Au départ, on est une société canadienne, on est un groupe canadien et on a décidé de créer la filiale française, maintenant il y a 18 mois et donc j'ai le plaisir d'en avoir la direction. Notre, sujet, c'est vraiment d'accompagner les organisations, secteur public, secteur privé, sur leurs enjeux de talent. Alors talent, c'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, on l'utilise, dans tous les sens. L'idée, c'est, s'assurer que vous attirez les talents qui ont les bonnes compétences pour vos organisations et vos enjeux, que vous soyez en capacité de les fidéliser et de les engager au service de votre mission, de votre impact, de vos engagements. Donc notre baseline, c'est votre plus grande ressource est humaine, propulsez-la. L'idée, c'est qu'on cherche pas seulement à la détecter, à la retenir ou à la fidéliser, on cherche à vraiment la propulser et en faire, et la faire se développer au maximum. Côté Espelia, peut-être, Mathieu ou Pierre, vous voulez présenter? Oui, en 2 mots, donc bon, Aspelia, un cabinet de conseil, secteur public, principalement le secteur public, local, hein. Donc on existe depuis, j'ai arrêté de compter, mais allez, bientôt 30 ans. Ça ne me rajeunit pas. On est aujourd'hui un peu plus de 200 collaborateurs sur la France entière et on est vraiment spécialisé voilà, dans la performance des services publics locaux, donc avec des entrées à la fois très, très secteur et puis d'autres métiers comme le sujet qui nous s'intéresse aujourd'hui, là, sur l'accompagnement des ressources humaines et plus largement les sujets de la transformation et de l'organisation. Voilà, mais notre terrain de jeu, c'est vraiment voilà, le secteur public local. Merci Mathieu.
C'est d'abord un élément important, c'est ce webinaire, c'est une suite d'étapes et on espère le début de plein d'autres aussi. Donc c'est évidemment le partenariat entre nos deux expertises, à la fois un cabinet de conseil autour de la performance publique et puis nous plutôt sur la partie gestion des talents, évaluation des compétences. Et donc vraiment le sujet, c'est comment on pouvait mettre au service des organisations publiques, de la fonction publique territoriale, vraiment nos deux expertises au service de vos enjeux. Donc, d'abord la création, le montage de ce partenariat. Ensuite, on a mené une enquête il y a quelques mois maintenant auprès d'une cinquantaine de collectivités autour de ces sujets de compétences transversales, d'impact sur les processus de GEPP, hein, donc gestion des emplois et des parcours professionnels, ancienne GPEC. Hein. Et puis, cette enquête a donné lieu à la diffusion d'un livre blanc en début d'année, donc qu'on remettra effectivement, dont on remettra les liens si vous le souhaitez pour pouvoir le retélécharger. Et donc voilà, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment tout à la fois de vous présenter les résultats, mais d'y donner du sens aussi par rapport au marché de l'emploi, nos différentes expertises et à vos enjeux, et puis de pouvoir, autant que faire se peut, vous apporter des solutions concrètes, simples, impactantes, engageantes, justement pour adresser cet enjeu des compétences transversales dans le développement de vos organisations. Alors, globalement, après je laisserai la main à Pierre. Voilà les 3 parties qu'on va adresser ensemble ce matin, pendant cette heure. La première partie sur vraiment les compétences transversales, dans ce monde VICA, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu. La deuxième partie, ça sera autour du manager et le rôle clé qu'il joue dans les organisations et notamment dans les enjeux de transformation des organisations publiques. Pas seulement hein, dans le secteur public, le rôle du manager, il est clé dans tous les secteurs d'activité. La troisième partie, des solutions, on vous a dit, concrètes pour outiller l'accompagnement des managers au service des DRH et de la GEPP. Et puis évidemment, comme on s'y est engagé, une dernière partie, questions-réponses. Si vous en avez, on espère qu'elles seront nombreuses. Pierre, je te laisse la main. Oui, merci Hélène. Donc effectivement, on a mené un travail d'abord d'enquête auprès de nos clients, hein, principalement les collectivités, organisations publiques, mais principalement collectivités territoriales, qui s'est étalé de août à octobre autour d'un questionnaire sur les 3 thématiques qu'on aborde aujourd'hui, donc à la fois les compétences transversales, on parlera de ça ou de soft skills, on y reviendra juste après, sur le rôle du manager et sur la manière d'accompagner ce manager-là. Donc effectivement, avant d'aborder, je ferai le lien entre le résultat du livre blanc, les éléments principaux qui ressortent du livre blanc à chaque fois, avant de laisser la parole à Hélène pour une remise en contexte un petit peu des éléments qui ressortent, à savoir que donc on a 48 collectivités qui ont répondu à cette enquête-là, et c'est assez intéressant puisque on a des collectivités de taille tout à fait variée. Il y en a à peu près un quart qui faisait moins de 100 agents dans leurs effectifs, un quart au contraire avec plus de 1000 agents, et puis ensuite, voilà, la moitié entre ces deux bornes, en fait, ces deux extrêmes. Mais en tout cas, on voit que le sujet des soft skills, compétences transversales, intéresse quelle que soit la taille de l'organisation. Les répondants étaient principalement des DGS, DRH pour 2 tiers d'entre eux, ou des fonctions comme des managers qui n'ayant pas forcément la fonction de DGS ou DRH. Donc pour le premier point qui ressort sur la question des compétences transversales sur le livre blanc, c'est que quel que soit le contexte de processus RH, de vie du collaborateur dans l'organisation, que ce soit au moment de son recrutement, au moment d'un choix de mobilité interne ou au moment d'un choix de progression de carrière qui va être justifié, en tout cas qui va prendre corps dans la fonction publique territoriale par des avancements de grade, par exemple, des avancements de grade, que le rôle, en tout cas l'impact des compétences de savoir-être ou de compétences transversales est estimé comme soit essentiel, soit fort par entre 58 et 62% des répondants, quel que soit le contexte. Il n'y avait pas de différence de réponse entre le moment du recrutement, le moment de la mobilité, le moment de la progression de carrière. Quel que soit le contexte,
c'est les compétences de savoir-être qui ressort comme être celles qui ont le plus d'importance dans le choix, dans la prise de décision de l'employeur sur ces éléments-là. Viennent ensuite voilà, les compétences plus classiques, on va dire savoir-faire ou savoir. Mais on voit qu'il n'y avait pas de différence entre le moment du recrutement ou la suite de la vie du collaborateur dans l'organisation. Et donc, on voit bien l'importance des soft skills, quel que soit le contexte. Le deuxième point, ensuite, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, parmi 15 propositions de compétences transversales qu'on avait listées dans l'enquête, donc le choix a été demandé d'en ressortir 5 pour les répondants. Et c'est vrai qu'il y en a 2 qui se détachent parce qu'elles sont citées par la première par quasiment 2/3 des répondants et la seconde par plus de la moitié des répondants. C'est les questions d'intelligence collective, la compétence d'intelligence collective et la compétence de créativité et d'innovation qui ressortent assez nettement en premier parmi les 15 compétences proposées, compétences transversales proposées, et viennent ensuite des questions, des compétences autour de la gestion de situations complexes, de la résilience et de la capacité de communication. Mais on voit bien que les 2 compétences, d'une manière générale, qui ressortent effectivement, ont attrait à la créativité, à l'innovation et l'intelligence collective. Donc ça, c'est vrai que ça fait appel à, on va dire, ce qui est nécessaire dans le monde actuel, du travail. Et je laisse Hélène élargir un petit peu la perspective pour expliquer la mise en contexte de ces réponses-là par les répondants à notre enquête. Alors effectivement, l'idée, bon, on a dit ce terme de soft skills, donc qui est un anglicisme, hein, qui veut dire compétences transversales, transverses, compétences douces, compétences molles. Il est apparu dans les années 60 en fait au sein de l'armée américaine, tout simplement, pour désigner des compétences qui se rapportaient pas directement au maniement des machines, des équipements dites hard skills, hein, vraiment le savoir-faire, comme par exemple celle de mener, de motiver des troupes pour aller au combat, remporter une victoire, etc. Donc c'est vraiment, voilà d'où vient ce terme de compétences molles et de soft skills. Il y a un grand débat, et on a eu ce débat entre nous, je vous l'ai dit en préparant ce webinaire et ce livre blanc, sur effectivement, comment on les appelle. Donc, on va partir du principe qu'elles sont opposées à ces notions de hard skills. Donc, vous allez m'entendre parler de soft skills, compétences transversales, compétences transverses, compétences professionnelles. L'idée, c'est elles sont considérées aujourd'hui comme étant essentielles pour faire face et pour collaborer, pour avancer, pour faire carrière dans le monde du travail d'aujourd'hui, j'allais dire de demain, mais aussi celui d'aujourd'hui. L'idée, c'est que seules les compétences techniques ne suffisent plus, en fait. Salariés, managers doivent développer un certain nombre de qualités qui sont non techniques ou en dehors du savoir-faire et du savoir, qui vont être plutôt de l'ordre du comportement, du savoir-être, etc., tels que ce qu'on vient de voir, l'intelligence collaborative, la créativité, l'empathie, pour faire face aux nouveaux enjeux. L'idée, c'est aussi en lien avec l'automatisation du monde du travail, la robotisation d'un certain nombre de tâches, l'intelligence artificielle, on va le voir un petit peu tout à l'heure. Mais l'idée, c'est ces compétences-là de soft skills, de compétences transférables, elles sont plus compliquées à automatiser. Et donc, elles vont être la richesse du capital humain dans les organisations et du collectif humain dans les organisations. Donc, cet article dont on parlait tout à l'heure autour de cet article de Forbes de la semaine dernière, c'est vraiment cette idée d'arrêter de les appeler des compétences molles ou douces, parce qu'elles sont vraiment fondamentales, primordiales aujourd'hui pour la performance des organisations, la performance des équipes et la performance du management. Alors, peut-être un petit partage aussi sur cette boussole de l'évaluation des compétences. C'est un modèle qu'on utilise beaucoup chez EPSI, notamment pour différencier, pour expliquer les différentes typologies de compétences qui composent un talent. Vous voyez que dans cette boussole, il y a 2 axes. Sur l'axe horizontal, vous avez les compétences hard, donc hard skills, et de l'autre côté, sur la gauche, les compétences soft. Donc les compétences hard, c'est le disque dur, c'est les savoir-faire qui composent un individu ou
ceux dont a besoin une organisation, hein, pour performer. Et de l'autre côté, on va avoir ces fameuses compétences transversales qui vont être plutôt qu'on va retrouver dans la phase, dans les sphères interactionnelles, en fait. Et en axe vertical, en ordonnée, vous avez la facilité d'apprentissage d'une compétence. Est-ce qu'elle est plus ou moins compliquée à développer? Si on prend notre premier cadran des connaissances et du savoir-faire, on va répondre à ce que je sais faire. D'accord? Il y a plein d'outils qui nous permettent d'évaluer ce que connaît, ce que sait faire un candidat, un collaborateur dans son quotidien. Il y a son CV, son expérience, les formations qu'il a suivies, etc., etc. On est dans l'apprentissage facile, on l'a tous vécu quand on doit apprendre une langue, un logiciel, etc. Ça va nous demander des efforts, mais on est capable de développer ces apprentissages. Quand je reste dans l'apprentissage facile et on va aller du côté des compétences comportementales. Là, on répond plus à des questions sur ce que je fais et comment je le fais quand je suis en situation 2. D'accord? Donc là, on est du côté des compétences transversales, clairement. Et on est toujours sur de l'apprentissage facile. Pourquoi? Parce qu'on est tous, et c'est darwinien, c'est l'évolution, hein, de l'espèce, on est tous capables de s'adapter aux situations qu'on rencontre, de développer des comportements adaptatifs. Donc ça reste des choses qui sont plus ou moins complexes à apprendre, on est d'accord, mais qu'on peut développer avec du travail, de la formation, etc. Et souvent, ces compétences transversales, on va les adresser avec de la formation. On va passer du côté nord de notre boussole et on va passer du côté de la personnalité, des motivations. Là, on passe sur la face, vraiment du côté obscur de la force, entre guillemets, avec des apprentissages beaucoup plus difficiles parce qu'on touche à quel individu, ce qui le pousse à agir, ses moteurs, sa colonne vertébrale, son ADN. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire bouger chez un individu. Ça va demander d'autres ressources, du coaching par exemple, ou d'autres types d'accompagnement, beaucoup plus d'efforts, parce qu'on va toucher à des choses qui sont beaucoup plus ancrées chez l'individu. La dernière typologie de compétences, c'est tout ce qu'on appelle le moteur intellectuel. Et donc là, on va répondre à des questions autour de ce que je comprends et ce qui me permet de m'adapter au sens intellectuel du terme. C'est-à-dire quand j'évolue dans l'organisation, quand je prends par exemple une fonction managériale ou que j'évolue en termes de périmètre de management dans l'organisation, je vais être confrontée à des situations avec des enjeux, des problématiques à résoudre qui sont évidemment plus complexes, plus compliquées, plus difficiles, dont je ne vais pas avoir tous les tenants, les aboutissants. L'idée, c'est important d'être capable de vérifier que sous le capot, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, il y a les ressources nécessaires en termes de potentiel intellectuel et de moteur intellectuel pour faire face à ces nouveaux enjeux. Voilà un peu ce modèle de l'évaluation des compétences. Et donc, à chaque fois, il y a différentes typologies d'outils qui nous permettent, ou de questions, de questionnaires qui nous permettent d'aller évaluer ce type de compétences. Maintenant qu'on a posé ce modèle, comme le disait Pierre, l'idée aussi, c'est de partager avec vous des tendances de marché, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, vraiment tendance du marché de l'emploi. Aujourd'hui, on est passé vraiment sur cette notion de compétence qui refait surface et qui devient de plus en plus stratégique. Les 3 tendances qui font que la compétence devient ou redevient un actif stratégique pour les organisations, sont vraiment les suivantes. On est aujourd'hui dans une société de la connaissance. Il y a quelques années, il y a 10 ans encore, les DRH parlaient peu d'employabilité, de compétences, de soft skills. Aujourd'hui, c'est devenu un actif stratégique. Et donc, par ricochet, qu'on soit un candidat, un collaborateur, de l'entreprise, de l'organisation, on doit développer son employabilité. C'est là-dessus, sur ces compétences transversales, qu'on va faire la différence. Ce nouveau modèle de société de la connaissance, effectivement, nécessite qu'on acquiert les bonnes compétences qui sont celles qui sont attendues. Le deuxième macro-tendance, c'est la digitalisation, le monde de la data, de l'intelligence artificielle. C'est la révolution numérique, entre guillemets. On est vraiment sur la question, effectivement, de la compétence. Elle devient fondamentale dans notre nouvel univers, dans nos nouveaux mondes de travail, puisque toutes les compétences robotisables, automatisables, vont le devenir de plus en plus. Donc, c'est comment, en fait, on va remettre l'individu et le collectif d'individus
au centre de ce qu'il apporte en termes de valeur ajoutée. On va voir que les compétences transverses sont vraiment un élément primordial. Et évidemment, la troisième macro-tendance du marché aujourd'hui, c'est cette fameuse pénurie globale de talents, guerre des talents entre les différentes organisations, et ce sujet est mondial. Ces 3 points sont des sujets qui font que la compétence devient cruciale et devient un enjeu crucial collectivement et individuellement, et qu'elle va le rester pendant quelques décennies certainement. Sur cette notion associée à ces 3 macro-tendances, ce qu'on observe, c'est que la richesse, elle a changé de nature. Avant, toutes les études et de nombreuses études en prospective indiquent que la richesse a changé de camp. Et vous allez le voir, elle est passée de la terre. Pendant des siècles, ceux qui étaient riches, qui possédaient la richesse, c'était ceux qui possédaient les terres. C'était concret, c'était tangible. C'est pour ça qu'il y avait des guerres, d'ailleurs, des baronnies, etc. À partir des révolutions industrielles et des premiers échanges marchands, c'est la bourgeoisie capitaliste marchande qui détenait la richesse, parce que ça se matérialisait dans le capital. L'argent, les outils de production industrielle, agricole. Là aussi, on était dans la richesse avec une notion tangible, concrète. Depuis 20-30 ans, et vous voyez qu'à l'aune du temps, c'est très récent, en fait, par rapport aux 2 autres révolutions dont on vient de parler, on est passé dans une nouvelle ère, celle de la connaissance. Ça change tout, en fait. Pourquoi? Parce que c'est complètement immatériel, c'est très difficile à appréhender, c'est extrêmement partagé. Tout le monde, partout dans le monde, quel que soit l'âge, a accès à la compétence. Et donc, l'idée, c'est qu'elle est partagée très rapidement. C'est un modèle de société avec les réseaux sociaux, le pouvoir de l'information et de la communication qui fait qu'on se transmet de la connaissance et de la compétence de manière extrêmement rapide. Donc, suite à ces différents éléments, quelques chiffres quand même, parce que on aime bien partager ce type de chiffres. L'automatisation, elle est très présente. Alors, elle est présente dans les médias, on en entend beaucoup parler, mais elle est aussi, elle arrive dans nos métiers, quels que soient les secteurs d'activité. C'est une tendance de fond. Les chiffres que vous avez sous les yeux sont assez clairs, je ne vais pas les redéployer, mais ça indique vraiment qu'il y a un chamboulement des métiers, des emplois et des compétences associées à ces métiers. Un article du Conseil d'orientation pour l'emploi qui disait il y a 10 ans qu'on allait vivre un grand chamboulement effectivement des métiers. Et avec ces éléments, c'est 10% des métiers vont être voués à disparaître à l'horizon 2035, mais qu'en revanche, et on le sent déjà, plus de 50% des métiers vont voir une forte évolution de leur contenu en raison du numérique, en raison de l'automatisation, en raison d'un certain nombre d'éléments qui viennent alimenter le monde du travail aujourd'hui. Et c'est vrai, quelle que soit la fonction de nos agents ou de nos collaborateurs. Évidemment, les métiers toutes les fonctions, qu'on soit sur des fonctions terrain, on avait ce débat avec Mathieu et Pierre en préparant ce webinaire. Donc, on pense forcément en fonction de cadres qui sont impactés parce qu'elles utilisent l'ordinateur, elles utilisent des tableurs, elles utilisent des datas, elles utilisent des données, etc. Mais en fait, quand on y a réfléchi, les métiers très opérationnels, très terrain, très administratifs sont aussi en train de changer. Parce que ils vont devoir faire de plus en plus de reporting à l'aide d'outils numériques, etc., etc. Là, Mathieu, je te laisse intervenir si tu veux intervenir, mais c'est vraiment votre expertise. Ce qu'on voit, c'est que quel que soit l'univers, le secteur, le statut, finalement, on est impacté par cette révolution et cette transition numérique qui devient, comme on vous le met sur le slide là, un vrai système et qui impacte tout le système, toute l'organisation sur les différents plans des missions des agents territoriaux ou de leurs conditions de travail. Et évidemment, avec, dans cette notion de système, le manager, on va y revenir tout à l'heure, mais le manager a un rôle clé. Et d'abord, il n'est pas épargné, voire il est extrêmement impacté par ces évolutions et ces transformations. Et en plus, il est au cœur de ces différents changements. Parce que c'est la pierre angulaire d'un certain nombre de ces transformations. Alors, on l'a vu juste avant, l'idée, c'est aussi cette pénurie de talent et la volatilité de la compétence, on va y revenir aujourd'hui. L'idée, c'est que
comment ne pas rester coincé en fait dans ce fameux labyrinthe de la compétence ou dans cette fameuse quête de la compétence. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les compétences, elles évoluent très vite. Vous les avez sous les yeux, hein. En 30 ans, la durée de vie d'une compétence métier est passée de 30 ans à 3 ans environ, voire sur certaines activités, entre 12 et 18 mois. Évidemment, ce qu'on est en train de dire, c'est pas vrai pour tout, pas pour tous les métiers et surtout pas pour toutes les activités ou toutes les compétences nécessaires pour exercer un métier. En revanche, on voit bien cette nécessité d'avancer aussi vite et de se développer aussi vite que nos environnements ou les environnements dans lesquels on évolue. Entre 2015 et 2021, pour un même poste, les compétences ont évolué de plus de 25% et à horizon 2030, elles évolueront autour de 40%. Là, on est bien en train de dire qu'à poste équivalent, les compétences qui vont être nécessaires pour ma performance dans ce poste vont varier, vont évoluer. Ça, c'est extrêmement lié, évidemment, à ce fameux monde VUCA ou VUCA, si on utilise un anglicisme, mais donc ce monde VUCA dont on nous rabat les oreilles et qu'on vit tous, qui est donc ce monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais. Et les organisations, elles évoluent extrêmement rapidement. On est face à de nouveaux paradigmes et donc face à la gestion d'un certain nombre de nouveaux paradoxes. On en a cité quelques-uns et peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient être cités et évoqués. On a de plus en plus dans les organisations des enjeux environnementaux, impact environnemental, etc. et ces notions de RSE et donc de quête de sens. Okay, donc, nouveau paradoxe, il faut gérer cette quête de sens, l'impact qu'on a, les attentes de nos collaborateurs et de nos agents autour des enjeux environnementaux, de ce rôle social et environnemental de l'organisation et de l'entreprise. Il y a aussi des enjeux sociaux, on le voit bien avec les débats sur les réformes des retraites. Aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille plus certainement et alors qu'on va devoir travailler plus, on n'a jamais autant parlé de santé mentale et de bien-être au travail. Donc, de nouveau, gestion d'un paradoxe important, notamment pour les managers des équipes, puisqu'il faut à la fois gérer la quête de sens, l'impact du travail, les enjeux sociaux, mais aussi le bien-être au travail. On a tous ces enjeux de paradigme aussi de cette course quelque part à la performance économique, puisqu'on est toutes dans des organisations qui doivent créer de la performance, accompagner de la performance, mais en même temps, donc on a cette notion de PIB, et je reviens sur je vais l'opposer à cette notion de BIB, qui serait le bonheur intérieur brut, qu'on vient un petit peu d'évoquer juste avant. C'est moi, en tant qu'individu, je veux être bien dans mon travail. En tant qu'agent, je veux qu'on s'adresse à mes vrais besoins. Je veux qu'on adresse mes leviers. Et donc, à la fois, il faut que j'adresse de la performance, mais aussi que j'adresse du bonheur individuel brut. Autre paradigme, il y a 4 générations différentes au travail en ce moment. Ça n'est jamais arrivé dans le monde. Enfin, au fur et à mesure des époques. C'est la première fois qu'il y a 4 générations au travail en même temps dans nos organisations. Et ça, c'est un autre paradoxe, c'est un autre levier très compliqué pour les managers notamment, enfin pour les organisations, c'est qu'il faut que j'engage et que je trouve les différents leviers qui vont être associés à ces 4 générations. Autre paradigme, on n'a jamais autant parlé d'intelligence collective et de collaboration. D'ailleurs, c'est une des compétences qui est ressortie, je ne sais pas si vous vous souvenez que Pierre nous a présenté tout à l'heure, c'est une des compétences qui est ressortie comme étant extrêmement forte et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais autant vu une nécessité d'individualiser, d'accompagner, personnaliser le rapport du travail de chacun, les parcours de formation par exemple, de tenir compte des vraies forces, des vrais défis de chacun pour construire des parcours personnalisés. Donc vous voyez, on est aussi dans un monde, ce monde VUCA, où on est face à des nouveaux paradigmes, des nouveaux modèles et aussi du coup un certain nombre de paradoxes qui peuvent parfois être compliqués à adresser. Pour finir sur cette partie-là, je vous l'ai dit, dans les macro-tendances aujourd'hui et les enjeux des organisations, des DRH dans les organisations, on a ces enjeux-là qui sont comment j'attire les talents qui vont ressembler et dont je vais avoir besoin en termes de compétences, si on reprend la boussole des talents, qui vont posséder les compétences transversales ou de savoir et de savoir-faire qui sont importantes pour mon organisation, comment je vais fidéliser ces talents et puis comment je vais les engager. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie
Donc, je vais peut-être redonner la parole à Pierre sur ce manager qui est, qui est, on le sait, la pierre angulaire autour de ces transformations. Oui, effectivement, on était, c'est un des partis pris de l'enquête aussi de cibler l'approche de notre enquête sur la question des managers. On le sait, et avec ce qu'a développé Hélène, un peu au cœur de la transformation, des transformations qui impactent les organisations et spécifiquement les organisations publiques. Donc effectivement, on a ces managers-là qui sont voilà, soumis à toutes ces injonctions un petit peu paradoxales. Et donc on voulait savoir quelle identification, quelles sont les compétences qu'on leur demandait d'avoir, et celles qui ressortaient principalement. Pour les répondants à l'enquête, parmi les compétences listées sur lesquelles on avait souhaité avoir une évaluation, de savoir ce qu'elle était de peu importante à très importante. Il y a 78% en tout cas des répondants qui considèrent que voilà, le courage managérial, par exemple, est une compétence très importante. Donc là, vous avez les 5 compétences sur lesquelles le critère très important est ressorti le plus fort. Courage managérial, collaboration, interaction avec les autres, management efficace et résolution de problèmes. Ça, c'était une question un petit peu transversale qu'on posait. Et ce qu'on a souhaité faire, et ça fait partie un petit peu de notre approche, c'est d'avoir une vision différenciée selon, dans l'enquête, 3 niveaux de managers qui vont principalement faire appel dans les organisations publiques. Donc d'un côté à manager de proximité, donc c'est-à-dire un chef d'équipe, par exemple chef d'équipe de voirie, etc. Donc ce qui ressort de l'enquête par rapport aux compétences spécifiquement qu'on va lui demander, c'est que voilà, ça doit être quelqu'un qui accompagne ses équipes dans des situations très concrètes. Et donc, vous avez vu évidemment les compétences qui sont liées à ça. Ensuite, le manager intermédiaire, où là, on va être plutôt sur chef de service, voire direction, directrice ou directeur dans des grosses organisations. Ce n'est pas le cas dans des organisations de moins de 350 agents, mais où là, on va être sur vraiment la courroie intermédiaire sur le fait de prendre des décisions à la fois assez concrètes sur des situations individuelles, mais aussi de véhiculer une certaine vision ou des objectifs pour l'organisation. Et ensuite, un niveau manager stratégique qui lui va être au niveau de la direction générale, DG, DGA, dont là, le leadership doit être parmi la compétence attendue la plus forte. Et donc, en fait, ça ressort bien dans l'enquête, le fait qu'on attend de ces 3 types de management, évidemment, des compétences assez diverses. Alors nous, on a fait un travail d'identification qui va même un petit peu plus loin, puisqu'on est sur des variantes jusqu'à 5 niveaux de managers pour les plus grosses organisations, et sur lequel, en fait, les compétences transversales qu'on demande et donc du coup qu'on peut évaluer aussi pour ces managers-là, recoupent un petit peu déjà celles qui sont ressorties de l'enquête et puis certaines complètes. Un peu en complément. La bonne pratique, c'est évidemment de ne pas se disperser dans l'évaluation qu'on fait de ces compétences-là et de se limiter à une dizaine de compétences, pour ces managers. Et donc, selon nous, effectivement, la différenciation de l'évaluation selon les profils de managers est un élément clé pour évidemment pouvoir évaluer la pertinence, en tout cas des compétences acquises pour ces différents agents dans l'organisation et les managers en particulier. Hélène, donc pour effectivement revenir sur la question du management, je te laisse la parole. Ce qu'on voit bien effectivement, hein, juste avant dans le slide juste avant, c'est qu'effectivement, en fonction du rôle managérial, de l'impact, du périmètre, des missions, il y a des focus qui sont différents, qui sont attendus. Et ce qu'on voit aujourd'hui face à ce monde aussi et ces évolutions du monde du travail, hein, c'est que le manager, quel que soit son niveau, son statut, etc., dans l'organisation, c'est un vrai métier, être manager.
Aujourd'hui, on demande à un manager d'être agile, de faire face à l'hybridité, de mener des transformations. On lui demande d'être bienveillant et d'être un vecteur de l'engagement de ses collaborateurs. Évidemment, il gère la QVT dans son équipe et peut-être en dehors de son équipe aussi. C'est un vecteur de la QVT. On lui demande d'avoir un management participatif basé sur l'intelligence collective. On a parlé de responsabilité, d'éthique avec ces paradoxes et ces paradigmes autour de la RSE, de l'impact. On lui demande de gérer les talents, on lui demande de manager les opérations, on lui demande de manager la performance, on lui demande de manager son manager aussi, et puis de faire preuve d'innovation. Tout ça, c'est effectivement ça a fait appel à une très très grosse et de très nombreuses compétences différentes. Le paradoxe en collectivité et dans d'autres structures aussi, mais c'est souvent que le parcours de progression passe quasiment exclusivement par la case management. Les carrières, en fait, elles se construisent de manière un peu verticale, là où effectivement, parfois, vous avez des collaborateurs ou des enjeux qui aspirent à des progressions de carrière plus horizontales, plus transversales, etc. Mais en collectivité, il y a cette contrainte parfois du statut, des filières en silo qui peuvent exister. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, on doit accompagner autant que faire se peut ces managers pour faire face à tous ces enjeux-là et aux attentes de ce métier-là, à développer un maximum ou à capitaliser sur ces compétences transversales qui sont un enjeu fondamental aujourd'hui. On a dit qu'on allait parler de GEPP, donc de gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Aujourd'hui, tout l'enjeu autour de notre accompagnement et des solutions concrètes qu'on va vous présenter juste après, c'est d'identifier vos cibles. C'est-à-dire où est-ce que vous voulez aller, ce dont vous avez besoin en termes de compétences transverses. On va vous y aider. Ensuite, évidemment, le deuxième élément, c'est une fois que j'ai identifié les compétences et la cible où je vais, ce dont j'ai besoin, c'est de bien s'assurer qu'on est au clair avec d'où on part. D'où on part? Quelles sont mes forces en présence? Qu'est-ce que je possède? Comment je vais pouvoir capitaliser là-dessus? Ensuite, évidemment, c'est d'analyser les gaps entre vos forces actuelles et où vous voulez aller, les compétences dont vous avez besoin pour être à vos objectifs de performance. Donc, une fois qu'on a la cible, l'état de l'art en fait, l'état des lieux quelque part, on va pouvoir mesurer les impacts et les écarts. Et en fait, en fonction de la hauteur de la marche, le processus qu'on va mettre en place ou les leviers d'action pour les DRH vont être différents. Et on va, si la hauteur de la marche ou l'écart entre la cible et les forces en présence est faible, je vais trouver des compétences en gros sur le marché. Donc, je vais pouvoir actionner plutôt des processus de recrutement. Plus l'écart se creuse ou devient important, plus effectivement, je vais aller vers des enjeux de mobilité ou de transformation des compétences et des collaborateurs. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que les leviers d'action pour les DRH dépendent de la marche. Donc, il faut mesurer la marche. C'est un peu ça l'idée. C'est bien évaluer la hauteur de votre défi va vous permettre de mettre en place les plans d'action qui vont être les plus impactants. Et puis, ce qu'on voit aussi à l'intérieur de ça, et face à l'enquête qu'on a menée, c'est que les managers constituent la cible. C'est-à-dire que sont les vecteurs du changement et sont les acteurs qui vont vous permettre de mener ces transformations avec le plus de fluidité, ou en tout cas les embarquer là-dedans devient nécessaire. Troisième partie sur, une fois qu'on a dit tout ça, comment on outille l'accompagnement des managers? Effectivement, si on a fait le constat de se dire que c'était la cible prioritaire, ces managers, la question c'est comment est-ce qu'on les accompagne, et c'est souvent ce qu'on rencontre quand on voit nos clients en collectivité, c'est de dire, au-delà de dire qu'on fait de l'accompagnement des managers, de savoir comment s'y prendre parce qu'il y a plusieurs moyens. Donc, dans notre enquête, effectivement, on a posé la question de savoir déjà si des démarches d'accompagnement des managers étaient soit déjà réalisées, en cours ou prévues. Pour 78, l'écrasante majorité des répondants, l'accompagnement des managers est soit déjà réalisé ou alors en cours, en tout cas, donc 78% au total. Et
au-delà de ce principe-là, quels sont les leviers qui sont aujourd'hui proposés, On voit que de manière très majoritaire, c'est le levier de la formation qui est activé. Le levier de la formation, ça peut s'appeler formation ou école des cadres si on est vraiment spécifique aux managers. Et ensuite vient un deuxième point, le coaching, donc qui se développe assez fortement en collectivité, dont on peut voir, voilà, des exemples nous au quotidien chez nos clients. Et viennent ensuite assez en retrait la communication d'indicateurs RH ou l'évaluation des managers chez les répondants. Ce qu'on peut voir, c'est que la formation, effectivement, est quelque chose d'assez classique appliqué au cadre, mais souvent le grief qui en est fait, c'est effectivement le manque de personnalisation possible de l'offre qui est accordée. Sur le coaching, là, on est pour le coup vraiment sur quelque chose de très, très personnalisé, mais qui peut avoir un coût assez important. Et donc, on a entre ces deux extrêmes, soit une offre globale à l'échelle des managers, mais pas forcément personnalisée, soit une extrême personnalisation, un intermédiaire à trouver pour répondre au mieux aux besoins d'accompagnement, selon nous, des managers. Parce que ce qu'on voit dans la diapositive suivante, c'est également que le résultat aujourd'hui, il n'est pas encore à la hauteur des attentes en termes de, malgré les investissements réalisés sur du coaching ou sur de la formation principalement, le management, ça reste voilà, en tout cas un facteur d'inquiétude. Donc 75% des répondants estiment que les managers sont insuffisamment armés et 73% considèrent que c'est pas assez, que le management n'est pas assez innovant pour donc selon 73% des répondants. Et pour nous, une partie des clés de la réponse, ça va passer par l'évaluation de la force managériale. Donc c'est pour ça que les éléments qui restaient en retrait dans les moyens aujourd'hui, qui sont déployés par les collectivités sur l'évaluation des managers en 181 ou en 360 auto-évaluation ou par des pairs ou par les collaborateurs. Ça, c'est des éléments qui vont vraiment être importants. Pourquoi? Parce qu'ils permettraient à la fois d'être assez large dans l'organisation, de cibler l'ensemble de la force managériale et pas seulement de manière ponctuelle. Et ça va permettre de personnaliser aussi l'accompagnement qu'on va pouvoir avoir en fonction de ces des différents profils de managers dont on a parlé plus tôt dans la présentation. Et donc, à ce titre-là, on développe une méthodologie d'accompagnement des managers autour de cette question d'évaluation, et je laisse Mathieu en parler. Merci Pierre. Allez, tiens, je vais essayer de reprendre le contrôle des diapos. J'espère que je n'ai pas fait tout sauter. Donc, effectivement, fort de tous ces constats, c'est de réfléchir à quelle réponse on pouvait apporter donc à notre cible privilégiée là, de relations publiques, et notamment d'organisation publique locale. Donc, les objectifs, voilà, on les a vus avant et partagés. Hein. Le fait de préciser les besoins, donc d'identifier notre fameuse cible, c'est primordial et c'est compliqué, d'accord? Mais se dire, voilà, en fait, quelle est la typologie de mes managers, quelle est en fonction de ma culture, de mon histoire, de mon projet, y compris projet de mandat, ce dont je vais avoir besoin à court, moyen, long terme. Et donc ça, c'est vraiment la première étape et qui va permettre après en mesurant là où je suis aujourd'hui, de mesurer, d'évaluer la hauteur de la marche dont on parlait tout à l'heure. Au-delà de ça, il y a derrière également ces enjeux d'identifier les risques, que ce soit des risques directs de métier, de compétences que je risque de perdre, et puis tous les risques indirects en termes de QVT, de risques psychosociaux, d'absentéisme, etc., qui sont directement liés aussi très souvent à des défauts de management, pour rester dans cette cible-là. Et puis, il y a un enjeu d'optimisation des moyens financiers de ce que je déploie comme accompagnement autour du recrutement, de la formation, du coaching et de l'évaluation. On a vu encore une fois, si je n'ai pas la bonne réponse, en fait, je risque de dépenser beaucoup d'argent avec un effet assez faible. Voilà. Donc, le cahier des charges qu'on s'est donné, nous, dans nos réflexions, c'était un peu sur les 4 points suivants là.
C'est-à-dire comment on peut déployer ces approches d'évaluation à l'échelle de tous les managers. D'accord? Donc, sortir de cette idée de dire, oh là là, c'est du soft skills, donc c'est compliqué, donc c'est très individuel, donc c'est du test, c'est du coaching, voilà, c'est cher, c'est compliqué, et c'est lent. Non. Aujourd'hui, voilà, il s'agit au contraire, de déployer ces outils de façon massive, de façon simple, rapide, avec des enjeux de reproductibilité dans le temps et à des coûts complètement maîtrisés, c'est-à-dire voilà, qui ne sont pas ceux qu'on peut parfois engager sur des démarches de coaching, pour reprendre cet exemple-là. Voilà, donc ça, c'est des besoins, nous, Espelia, qu'on avait identifiés depuis longtemps déjà. Alors, naturellement, voilà, on pouvait pas voilà, on n'avait pas toutes les compétences en interne pour porter ça. Donc, on a eu l'opportunité voilà, de croiser Espelia. Donc, voilà, cette hybridation de nous, notre expertise des RH de la fonction publique territoriale, côté EPSI, une expertise en évaluation des compétences, secteur privé ou public. Et puis, beaucoup, notamment pour des questions de déploiement massif, de coûts maîtrisés, là, c'est la partie outils numériques, et avec un enjeu d'être à la fois capable dans une démarche stratégique, mais avec un atterrissage très, très opérationnel. Et pardon, Pierre, je n'ai pas vu que tu avais levé la main. C'était pour faire le lien avec ce que tu disais sur le fait que par rapport à ce qu'on dit, c'est pas que le coaching est pas pertinent, mais c'est pour mieux l'orienter ou en tout cas mieux cibler et savoir exactement dans une logique organisationnelle quelle va être son utilisation et à quoi il va servir. Voilà, c'était simplement pour préciser qu'on n'est pas, ça veut pas dire que dans ce qu'on dit, le coaching est pas pertinent. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec EPSI sur deux choses, et notamment cette notion d'outils numériques au cœur déjà de nos activités. Donc, côté EPSI, toute la partie enquête ou test, etc., dans un environnement qui est déjà déployé en ligne, donc il peut être massifié très, très vite. Côté Espelia, nous, ça fait déjà 5 à 6 ans qu'on a développé notre solution GSRH, qui est au cœur de toutes nos missions d'accompagnement sur le RICEP, sur le temps de travail, sur l'analyse de masse salariale. Voilà, donc c'est à partir de vos données de paye, de vos données DSN. Voilà, ça permet de faire l'état des lieux, de faire le suivi. Donc c'est sur ce socle-là qu'on s'appuie aujourd'hui, en fait, pour déployer notre nouvelle offre, voilà, GEPP ou métier et compétences. Voilà. Et avec cet enjeu, encore une fois, voilà, de pouvoir le déployer rapidement et simplement. Et quand je dis rapidement, voilà, c'est à l'échelle de quelques mois. Premier moment, c'est avec vous, du moment de cadrage, hein. Donc, on utilise nos outils et vos données qu'on peut traiter très rapidement pour bien caractériser votre population, notamment votre population de cadres. Ensuite, on va avoir ensemble un travail de personnalisation, c'est-à-dire que voilà, à travers derrière nos 4 à 5 profils types de managers, voilà, on va raccrocher vos effectifs et voilà, vos vrais managers. Et puis, on va travailler à partir des 10 à 12 compétences qu'on va proposer pour chacun des profils. On va travailler avec vous pour ajuster les curseurs pour que ça corresponde vraiment, enfin, vraiment définir votre cible. Voilà. Et puis, naturellement, c'est des démarches qui sont en général un peu nouvelles sur l'organisation. Donc, on ne va pas les déployer comme ça, comme on pourrait le faire dans des entreprises ou des organisations plus matures sur le sujet. Donc, il y a un long moment là, qui est dans cette phase 2 de communication, d'information. Donc, il faut quand même donner du sens à tout ça. Voilà, on ne peut pas déployer du jour au lendemain ce type de démarche. Donc, il y a des aspects de dialogue sociaux également. Voilà. Et après, avant, naturellement, le lancement de la campagne en elle-même, donc c'est de l'outil en ligne et c'est de l'autodiagnostic jusqu'à de l'évaluation à 360 degrés. Donc là aussi, c'est du sur-mesure en fonction de la profondeur que vous voulez donner à l'exercice. Est-ce que je fais juste mon diagnostic? Est-ce que je rajoute un niveau avec mon N+1, avec mes pairs, avec mes N-1, etc. Donc là aussi, tout dépend des enjeux. Et sachant que ces enjeux, on peut naturellement les décliner précisément sur une partie ou l'autre de votre organisation.
Et puis, au final, il s'agit de mesurer voilà, cette fameuse hauteur de marche et à partir de ce diagnostic-là, de commencer à identifier les leviers clés qui seront pertinents. Voilà, c'est-à-dire que si on a peut-être des secteurs dans votre organisation sur lesquels la hauteur de marche sera faible et donc on pourra y répondre de façon simple, classique, avec du recrutement de la mobilité et d'autres secteurs qui, là, nécessiteront peut-être des transformations un petit peu plus lourdes. Voilà. Je surveille l'heure, voilà, donc je ne vais pas être très long. J'ai juste quelques petits visuels derrière pour illustrer. Ça, vous avez à l'écran ce que c'est qu'une compétence, d'accord? Donc une parmi les, j'en ai une soixantaine dans mes mémoires, voilà, et des psys. Donc une compétence, c'est pas simplement juste voilà, quelques mots-clés, c'est une petite définition, c'est 3 niveaux derrière potentiellement, et chacun de ces niveaux, on va le définir très précisément avec une notion de sous-critères. Et puis une compétence, c'est pas, comment dire, c'est pas noir ou blanc. Dans l'évaluation qu'on va avoir, on va être attentif quand on va être en dessous de la cible qu'on avait imaginée, mais on va être aussi attentif si on est au-dessus, parce que c'est pas forcément non plus un bon signe si voilà, une personne à un poste donné exprime ces compétences-là de façon trop forte aussi. Ça peut générer d'autres problèmes. Voilà. Petit visuel très moche, mais pour vous illustrer un travail sur les profils types. Voilà, donc on va croiser des profils types, les compétences, et puis au croisement de chaque sujet, c'est où est-ce qu'on met le curseur, et avant de pouvoir donc exploiter massivement. Voilà, ce que je dis là, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que à la fois votre cible et puis la mesure des écarts, on va pouvoir enfin quantifier. Voilà. Très souvent, ces soft skills, on y associe du quali, de l'individuel, du cas particulier. Non, l'enjeu, c'est de pouvoir quantifier et de pouvoir massifier et d'avoir ces photographies à l'échelle de l'organisation. Alors bien sûr, après, on peut redescendre à l'échelle de l'individu, mais c'est vraiment de pouvoir faire ces zooms, des zooms. Et j'arrête là parce qu'il est déjà 25. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu et Pierre, déjà, pour vos interventions. Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y en a? N'hésitez pas. Alors, il n'y en a pas eu dans le petit onglet questions-réponses. Je vérifie aussi dans la conversation. Non plus. Donc, l'idée de cet outil, vous l'aurez compris, c'est d'être capable de déployer des solutions d'évaluation facilement, simplement, en maîtrisant ses coûts, qui permettent d'avoir un diagnostic fin, en fait, de la hauteur de la marche en fonction de vos forces actuelles et par rapport où vous voulez aller. Et donc, on embarque la masse, comme le disait Mathieu, mais par contre, on est capable d'avoir un diagnostic fin sur les compétences cibles et donc les actions à mettre en place qui vont être les plus impactantes au regard de vos défis, de vos objectifs et des enjeux qui sont les vôtres. En tout cas, on espère très sincèrement que cette présentation et ce partage vous a été utile aux différents niveaux où on l'a adressé, c'est-à-dire à la fois résultats d'enquête, mais aussi vision plus globale, et puis solutions concrètes potentiellement déployables. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un ou l'autre d'entre nous si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin sur ce type de solutions et qu'on peut mettre en place chez vous et comment pouvoir le déployer. Vous avez le livre blanc également qui est dans le lien dans la conversation, effectivement, si vous voulez avoir le niveau détaillé des suites de l'enquête qu'on a pu mener. Et puis, Merci pour vos voilà. commentaires. Merci. Il y a des commentaires d'intérêt. Donc, on n'est pas tout seul, je vous rassure, messieurs. On a encore quelques-uns. On nous remercie pour l'intérêt de ce webinaire. On espère pouvoir vous accompagner sur vos différents projets ou vos réflexions, en tout cas autour de ces sujets-là. On vous dit à très bientôt. On espère pour des projets très concrets. Mathieu, Pierre, je vous remercie. Merci, Et à Hélène. bientôt. Merci à toi, Merci, Hélène. au revoir. Au Bonne revoir. journée.